Barbe-Bleue. Il était une fois un homme qui avait de belles maisons, à la ville et à la campagne, de la vaisselle d'or et d'argent, des meubles en broderie et des carrosses dorés. Mais, par malheur, cet homme avait la barbe bleue. Cela le rendait si laid et si terrible qu'il n'était femme ni fille qui ne s'enfuit devant lui. Une de ses voisines, dame de qualité, avait 2 filles parfaitement belles. Il lui en demanda une en mariage et lui laissa le choix de celle qu'elle voudrait lui donner. Elle n'en voulait point toutes 2 et se le renvoyait l'une à l'autre. « Ah, c'est toi qui l'épouseras. Non, non, vas-y, toi, épouse-le toi. Non, non, je veux pas l'épouser, c'est toi qui l'épouseras. Mais non, non, je veux pas, c'est toi. » Ne pouvant se résoudre à prendre un homme qui eût la barbe bleue. Ce qui les dégoûtait encore, c'était qu'il avait déjà épousé plusieurs femmes, et qu'on ne savait ce que ces femmes étaient devenues. Barbe-Bleue, pour faire connaissance, les mena avec leur mère et 3 ou 4 de leurs meilleurs amis et quelques jeunes gens du voisinage à une de ces maisons de campagne où on demeura 8 jours entiers. Ce n'était que promenades, que parties de chasse et de pêche, que danses et festins, que collations. On ne dormait point et on passait toute la nuit à se faire les malices les uns aux autres. Enfin, tout alla si bien que la cadette commença à trouver que le maître du logis n'avait plus la barbe si bleue et que c'était un fort honnête homme. Dès qu'on fut de retour à la ville, le mariage se conclut. Tin, 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 tin. Tan, 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 tan. Vive les mariés! Au bout d'un mois, Barbe-Bleue dit à sa femme qu'il était obligé de faire un voyage en province, de 6 semaines au moins, pour une affaire de conséquence, qu'il la priait de se bien divertir pendant son absence, qu'elle fit venir ses bonnes amies, que partout elle fit bonne chère. « Voilà, lui dit-il, les clés de 2 grands garde-meubles. Voilà celle de la vaisselle d'or et d'argent qui ne sert pas tous les jours. Voilà celle de mes coffres-forts où est mon or et mon argent. Celle des cassettes où sont mes pierreries. Et voilà le passe-partout de tous les appartements. Pour cette petite clé-ci, c'est la clé du cabinet au bout de la grande galerie de l'appartement en bas. Ouvrez tout, allez partout. Mais, pour ce petit cabinet, je vous défends d'y entrer. Et je vous le défends de telle sorte que, s'il vous arrive de l'ouvrir, il n'y a rien que vous ne deviez attendre de ma colère. » Elle promit d'observer exactement tout ce qui lui venait d'être ordonné, et lui, après l'avoir embrassée, monta dans son carrosse et partit pour son voyage. Les voisines et les bonnes amies n'attendirent pas qu'on les envoyât quérir pour aller chez la jeune mariée, tant elles avaient d'impatience de voir toutes les richesses de sa maison, n'ayant osé y venir pendant que le mari y était à cause de sa barbe bleue qui leur faisait peur. Les voilà aussitôt à parcourir les chambres, les cabinets, les garde-robes, toutes plus belles et plus riches les unes que les autres. Elles montèrent ensuite au garde-meuble, où elles ne pouvaient assez admirer le nombre et la beauté des tapisseries, des lits, des sofas, des cabinets, des guéridons, des tables et des miroirs, où l'on se voyait depuis les pieds jusqu'à la tête, et dont les bordures, les unes de glace, les autres d'argent et de vermeil doré,
étaient les plus belles et les plus magnifiques qu'on ait jamais vues. Elle ne cessait d'exagérer et d'envier le bonheur de leur amie, qui, cependant, ne se divertissait point à voir toutes ces richesses à cause de l'impatience qu'elle avait d'aller ouvrir le cabinet de l'appartement en bas. Elle fut si pressée de sa curiosité que, sans considérer qu'il était malhonnête de quitter sa compagnie, elle descendit par un petit escalier dérobé et avec tant de précipitation qu'elle pensa se rompre le cou 2 ou 3 fois. Étant arrivée à la porte du cabinet, elle s'y arrêta quelque temps, songeant à la défense que son mari lui avait faite et considérant qu'il pourrait lui arriver malheur d'avoir été désobéissante. Mais la tentation était si forte qu'elle ne put la surmonter. Elle prit donc la petite clé et ouvrit, tremblant, la porte du cabinet. D'abord, elle ne vit rien, parce que les fenêtres étaient fermées. Après quelques moments, elle commença à voir que le plancher était tout couvert de sang caillé, et que dans ce sang se miraient les corps de plusieurs femmes mortes et attachées le long des murs. C'étaient toutes les femmes que Barbe-Bleue avait épousées et qu'il avait égorgées les unes après les autres. Elle pensa mourir de peur. Ah, et la clé du cabinet qu'elle venait de retirer de la serrure lui tomba de la main. Après avoir un peu repris ses sens, elle ramassa la clé, referma la porte et monta à sa chambre pour se remettre un peu. Mais elle n'en pouvait venir à bout tant elle était émue. Ayant remarqué que la clé du cabinet était tachée de sang, elle l'essuya 2 ou 3 fois. Mais le sang ne s'en allait point. Elle eut beau la laver et même la frotter avec du sable de grès, il demeura toujours du sang, car la clé était magique. Il n'y avait pas moyen de la nettoyer tout à fait. Quand on en ôtait le sang d'un côté, il revenait de l'autre. Barbe-Bleue revint de son voyage dès le soir même et dit qu'il avait reçu des lettres en chemin qui lui avaient appris que l'affaire pour laquelle il était parti venait d'être terminée à son avantage. Sa femme fit tout ce qu'elle put pour lui témoigner qu'elle était ravie de son prompt retour. Le lendemain, il lui demanda les clés et elle lui les donna, mais d'une main tremblante. Il devina sans peine ce qui s'était passé. « Et pourquoi, dit-il, la clé du cabinet n'est pas avec les autres ? Je dois l'avoir laissée là-haut sur ma table, dit-elle. Ne manquez pas, dit Barbe-Bleue, de me la donner tantôt. Après plusieurs oublis, il fallut bien apporter la clé. Ce que Barbe-Bleue ne manqua pas de remarquer, il dit à sa femme: « Pourquoi a-t-il du sang sur cette clé ? » « Je ne sais rien, répondit la pauvre femme, plus pâle que la mort. Vous n'en savez rien ? Je le sais, moi, vous êtes entré dans le cabinet. Eh bien, madame, vous y entrerez et irez prendre votre place auprès de ces dames que vous avez vues. Elle se jeta aux pieds de son mari en pleurant et en lui demandant pardon avec toutes les marques d'un vrai repentir de n'avoir pas été obéissante. « Ah, pitié, pitié, pardon !» Elle aurait attendri un rocher, belle et affligée comme elle était. Mais Barbe-Bleue avait le cœur plus dur qu'un rocher. « Il faut mourir !
Mourir, madame, lui dit-il, et maintenant. Puisqu'il faut mourir, répondit-elle, en le regardant les yeux baignés de larmes, donnez-moi un peu de temps pour prier Dieu. Je vous donne 5 minutes, et pas une de plus. Lorsqu'elle fut seule, elle appela sa sœur et lui dit « Ma sœur, monte en haut de la tour pour voir si mes frères ne viennent point. Ils ont promis qu'ils viendraient me voir aujourd'hui, et si tu les vois, fais-leur signe de se dépêcher. » La sœur monta en haut de la tour, et la pauvre malheureuse lui criait de temps en temps « ma sœur, vois-tu quelqu'un venir ?» Et sa sœur lui répondait « Je ne vois personne. » Cependant, Barbe-Bleue, tenant un grand couteau à la main, criait de toutes ses forces à la femme. « Descends vite ou je monte là-haut !»« Encore un moment, s'il te plaît, » lui répondait sa femme. Et aussitôt elle criait tout bas. « Ma sœur, est-ce que quelqu'un vient ?» Et sa sœur lui répondait. « Je ne vois personne. » Et Barbe-Bleue hurlait. « Descends vite ou je monte !» « J'arrive !» répondait sa femme, et puis elle criait. « Ma sœur, est-ce que quelqu'un vient ?»« Je vois un nuage de poussière au loin. Ce sont nos frères. »« Hélas, non, ma sœur, c'est un troupeau de moutons. »« Alors, tu ne veux pas descendre ?» criait Barbe-Bleue. « Encore un moment !» répondait sa femme, et puis elle criait. « Ma sœur, il n'y a personne. Je vois 2 cavaliers qui viennent vers nous, mais ils sont bien loin encore. Dieu soit loué, ce sont nos frères. Je leur fais signe tant que je peux de se dépêcher. » Barbe-Bleue se mit à crier si fort que toute la maison en trembla. La pauvre femme alla se jeter à ses pieds en pleurant. « Je ne sers à rien, tu dois mourir !» Puis la prenant d'une main par les cheveux et de l'autre, levant son couteau en l'air, il allait lui couper la tête. Mais alors qu'il levait le bras, on frappa violemment à la porte. « Ouvrez !» C'étaient les 2 frères de sa femme. Tous les 2 militaires, épée à la main, ils coururent droit à Barbe-Bleue qui cherchait à fuir. Ils lui passèrent l'épée au travers du corps. Ah ! Barbe-Bleue n'avait pas d'héritier. Sa femme demeura maîtresse de tous ses biens. Elle dépensa une partie pour marier sa sœur à un beau jeune homme qu'elle aimait depuis longtemps. Une autre partie à acheter des charges de capitaine à ses 2 frères, et le reste à se marier elle-même à un fort honnête homme qui lui fit oublier le mauvais temps qu'elle avait passé avec Barbe-Bleue.